dire de plus en plus de choses. À un certain moment, lorsque l'agent 1010, donc le pseudo-patron, lui demande s'il serait prêt à aller plus loin pour l'organisation, il répond par l'affirmative et on comprend sans aucun doute, sans équivoque, que Gilles Chagnon serait même prêt à tuer pour la famille qui l'honore, qui l'embauche. La perception de M. Chagnon, c'est que ce que Mr. Big cherche, c'est quelqu'un capable de commettre des meurtres. Alors lui, pour se vanter, il dit, il se donne dans ce meurtre une participation qu'il n'a pas en réalité. Alors ça, c'est le danger, l'essence même de ces opérations-là. Gilles Chagnon n'aura pas eu à commettre de crimes aussi graves pour la bande de criminels à laquelle il croyait avoir affaire. Le voilà plutôt Grosjean comme devant, suspendu aux lèvres d'un jury qui va décider de son sort pour les 25 années à venir. Après la pause, les opérations Mr. Big comportent des risques de dérapage. Il y a eu, moi, ce que j'appelle carrément, je pense pas exagérer, de la fabrication de preuves par des aveux qui sont faux, qui ont été forcés, qui ont été contraints, sous la menace. Au procès de Gilles Chagnon, l'accusé prétend avoir menti lorsqu'il a dit à un policier déguisé en truand qu'il avait tué de sang-froid une femme. Lors de son témoignage, il raconte maintenant que c'est une de ses complices qui a commis le meurtre. Il aurait prétendu être le meurtrier simplement pour impressionner le chef de gang. L'aveu filmé d'un accusé est une preuve difficile à battre. Mais il ne suffit pas d'obtenir une confession. Encore faut-il que la déclaration du suspect ait été obtenue légalement et qu'elle soit fiable. Au Canada, jusqu'à maintenant, on a permis ces stratagèmes policiers. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Que vaut un aveu fait en échange d'une récompense ou dans un climat de peur? Certains cas récents nous incitent à beaucoup de prudence. Gilles Chagnon est aussitôt accusé du meurtre de Daniel Boucher. L'opération Mr. Big, dont il a été la cible, se solde donc par ce succès. Ce n'était pas la première du genre à finir ainsi, chez nous comme ailleurs au pays. Mais ces victoires ne sont pas venues sans soulever certaines controverses. La méthode policière d'enquête qu'on appelle Mr. Big n'est pas unique. Il n'y a pas eu que Gilles Chagnon, il y en a eu plusieurs autres. Et Christine Lepage, c'est un de ces dossiers-là qui a retenu beaucoup l'attention parce qu'il était spectaculaire et parce qu'il touchait une femme aussi. En 2003, on soupçonne cette Montréalaise d'avoir commis un meurtre vieux de 22 ans, soit celui d'un certain Germain de Rome, conjoint du comédien Julien Bessette. Elle était entrée chez eux sous le prétexte de faire un sondage, puis elle avait abattu de Rome avant de fuir. Il y avait une ou deux empreintes digitales qui avaient été relevées sur la scène de crime qu'on n'avait jamais pu relier à l'époque à quiconque. Et donc, en 2000, quand on réactive ce dossier-là et qu'on donne finalement l'empreinte digitale, on envoie l'empreinte dans toutes les banques de données et que ça ressort et qu'on a un match et qu'il s'agit de Christine Lepage, et bien là, ça donne toute une nouvelle tournure à ce dossier-là. Et les policiers réactivent mais carrément le dossier en faisant de la filature sur Christine Lepage et en décidant de lui tendre un piège, donc en mettant en scène donc, cette technique qu'on appelle le Mr. Big, là, donc en essayant de la faire entrer dans une organisation criminelle fictive. Comme on s'est parlé la semaine passée, j'avais demandé certaines choses, certaines informations parce que je voulais faire certaines vérifications. C'est déjà fait? Je les ai faites. Puis je vais admettre que je suis un peu déçu. Ah, pourquoi? Parce que j'ai découvert des choses que peut-être que je n'attendais pas de découvrir. Alors, le soir où Mr. Big, là, Dan confronte Christine Lepage et essaie de lui soutirer des aveux, elle finit là, au bout d'une heure à peu près là, par admettre son crime. Et il s'agissait d'un meurtre. En fait, c'était un contrat qu'elle avait accepté qui s'est passé à Brossard en avril 81, où elle devait abattre une personne, Germain de Rome. La seule personne qui était au courant, c'est Benoît. OK. C'est lui qui m'a fourni l'arme. OK. C'est lui qui m'a donné le contrat. Mais lui est mort. Le procès de Christine Lepage s'instruit en février 2005, près de 25 ans après l'assassinat de Germain de Rome. Sa défense, c'était j'en ai mis. J'en ai mis plus que le client m'en demandait. J'ai admis un crime que j'ai pas commis parce que cette organisation criminelle-là commençait à me faire peur et ce Mr. Big, ce Dan, me faisait peur. Alors, j'ai voulu montrer combien j'étais dure et combien j'en avais vu d'autres, mais c'est faux, j'ai jamais commis ce meurtre-là. On voit vraiment nettoyer ça au grand complet. Puis pour faire le ménage dans ça, il faut que j'aille au moins ce que toi tu sais, que je puisse
préliminaire là-dedans. Au terme d'un retentissant procès, Christine Lepage est condamnée à l'emprisonnement à vie. On ne manque pas alors de saluer les ruses très habiles des policiers. Ce succès vient s'ajouter à beaucoup d'autres. Cependant, le bilan de ce type d'opération n'est pas impeccable. Dans certains cas, pas dans tous, je précise bien, mais dans certains cas, il y a eu, moi, ce que j'appelle carrément, je pense pas exagérer, de la fabrication de preuves par des aveux qui sont faux, qui ont été forcés, qui ont été contraints, sous la menace. Au début des années 90, à Winnipeg, Manitoba, a lieu un meurtre sordide d'une jeune fille de 16 ans, Brigitte Grenier, qui est violée, assassinée. Plusieurs mois après, il y a arrestation, un bon bout de temps après, il y a arrestation de 2 jeunes de 18 ans, Kyle Unger et Timothée Houlihan. Et, bon, quand on se penche encore sur cette affaire, on se rend compte qu'ils sont condamnés devant les tribunaux, à prison à vie, pour ce meurtre, sur la base, encore, de l'opération Mr. Big, la GRC. Les scénarios des opérations dites Mr. Big diffèrent d'un dossier à l'autre. Dans les cas de Gilles Chagnon ou de Christine Lepage, le patron de la fausse organisation joue le bon garçon. Dans d'autres cas, comme celui d'Unger et Houlihan, il est un caïd agressif qui extorque des aveux sous la menace. Les jurés ont vu une vidéo des 2 jeunes qui s'accusent devant des gens de la GRC qui se font passer pour des tueurs du crime organisé, des grosses brutes. On avait trouvé sur le corps de Brigitte Grenier un cheveu qui n'était pas le sien et devait donc appartenir à son ou un de ses assassins. En 1993, la technologie permettait d'affirmer cela, mais rien de plus. Mais elle évolue, la technologie, si bien que 10 ans plus tard, une analyse d'ADN a démontré hors de tout doute que le cheveu en question n'appartenait ni à Unger ni à Houlihan. Les 2 jeunes hommes étaient donc innocents. Ça dure, quelques années, et jusqu'à ce qu'en 2009, Kyle Unger soit exonéré, donc acquitté et libéré, après avoir passé pas mal d'années en prison. Aujourd'hui, là, quand il était acquitté, il avait 38 ans. Alors, vous pouvez mesurer quelle portion de vie qui a été complètement gâchée. It was more frustrating than anything else because now I'm thinking, well, didn't you believe it in the first place? Et pour ce qui est de Timothée Houlihan, lui, il s'est suicidé. Il est vrai que des policiers ont forcé la note au cours d'opérations de ce type en semant la crainte chez leurs cibles. Ce n'est pas le cas pour Gilles Chagnon. On a obtenu ses aveux par la ruse, c'est vrai, mais certainement pas en le forçant à le faire. Même chose dans le cas de Christine Lepage. Les risques d'abus sont réels, mais la technique policière peut fort bien être encadrée. Le tribunal est là et le jury aussi pour discerner si les aveux d'un accusé ont été obtenus de façon coercitive ou pas. C'est du moins ce qu'on prétendait jusqu'à ce qu'on réalise que Unger et Houlihan ont été victimes d'une erreur judiciaire. D'un autre côté, il ne faut pas condamner une technique innovatrice sous prétexte qu'elle comporte certains risques. Il s'agit d'affaires de meurtre, après tout, et donc difficile à régler 10 ou 15 ans plus tard. Après la pause, l'heure du bilan a sonné, tant pour Gilles Chagnon que pour les opérations à la Mr. Big. Moi, je vois difficilement comment on aurait pu piéger Gilles Chagnon autrement que par une opération de type Mr. Big. À la fin d'octobre 2009, les 12 jurés appelés à décider du sort de Gilles Chagnon sont prêts à rendre leur verdict. Est-il coupable ou pas de l'assassinat de Daniel Boucher, commis 16 ans plus tôt et avoué à un policier déguisé en truand de carrière? Les délibérations ont été assez rapides. Ça a commencé jeudi, le 29 octobre, si je ne me trompe pas, et ça s'est terminé en milieu de journée le vendredi suivant. Donc, ça n'a pas semblé être des tractations très complexes là, pour les jurés. Gilles Chagnon a été trouvé coupable de meurtre au premier degré, donc automatiquement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
faut savoir d'abord que le juge Brunton, contrairement à certains de ses collègues en cour supérieure, est quelqu'un pour qui le protocole est important. Lorsqu'il rend sentence, l'accusé doit se lever. Donc, levez-vous, monsieur. Et souvent, le juge Brunton passe un commentaire. Dans ce cas-ci, il a dit que la victime, peu importe ce qu'elle faisait, le métier qu'elle pratiquait, elle ne méritait pas d'être exécutée aussi froidement, surtout pour une poignée d'argent. Je vous rappelle que Gilles Chaillon n'a touché que 8 000 $ pour assassiner Daniel Boucher. Cette opération Mr. Big se solde donc par une condamnation. Mais est-ce que la fin justifiait le moyen? Écoutez, je suis pas enquêteur, je suis pas un expert en affaires policières, mais moi, je vois difficilement comment on aurait pu piéger Gilles Chaillon autrement que par une opération de type Mr. Big. Et je m'explique, c'est quand même un cold case. Le meurtre avait eu en 93, on se retrouvait en 2006. On avait arrêté Gilles Chaillon, on l'avait relâché. On avait arrêté et accusé sa présumée complice, puis relâché faute de preuves au terme de l'enquête préliminaire. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste un individu qui, de toute évidence, aime tremper dans les affaires criminelles, quelqu'un qui est carencé sur le plan intellectuel, quelqu'un donc qui peut embarquer facilement dans une histoire du genre. Alors, les policiers ont tenté le grand coup, ça aurait pu coûter cher et ne rien rapporter. Dans ce cas-ci, ça a été payant parce que Gilles Chaillon a été épinglé, la rencontre a été filmée et enregistrée et un jury formé de 12 concitoyens l'ont déclaré coupable sur toute la ligne et après une seule journée et demie de délibération, ce qui est très rare actuellement dans les procès devant jury. Gilles Chaillon n'a pas manqué de porter sa cause en appel. D'autres accusés reconnus coupables de meurtre après s'être fait piéger au cours d'opérations à la Mr. Big ont fait de même. Jusqu'ici, au Canada, ces appels ont été vains. Mais vu la controverse qui fait rage, parions qu'il faudra encore plusieurs décisions des tribunaux pour être fixées sur l'avenir légal de Mr. Big. La technique d'enquête est brillante parce qu'elle pousse des gens à admettre, et non pas à commettre, mais à admettre des crimes. Alors, c'est brillant parce que tu les mets dans un état de déséquilibre un peu et tu les pousses à faire des aveux. Si tu leur soutires des aveux sous la pression et sous la menace, c'est extrêmement discutable. Tu peux pas accuser quelqu'un qui passe aux aveux après avoir reçu des menaces de la part de gens qui pensent être du crime organisé. C'est là que je pense qu'il y a un gros problème. Mais quand tu les entraînes par le simple fait de tes paroles, de ton scénario, à se commettre et à avoir tellement confiance qu'ils se livrent, bien, je trouve ça brillant. Si tu veux monter dans l'échelle, je veux tout savoir. On roule des millions par année, nous autres, sites, là. Je veux pas que t'en oublies de bout. Commence. Les opérations Mr. Big sont dangereuses. On met un individu démuni, financièrement, en présence du jet-set du crime organisé. Et là, qu'est-ce qu'il faut pour se joindre à eux? Être un criminel d'envergure. Il ne peut pas dire « Mr. Big, je vais vous avouer mes vols à l'étalage de la semaine dernière. » Il ne peut pas dire « J'ai fait des introductions par effraction. » Il ne sera jamais pris dans cette organisation-là. Alors, il doit s'incriminer de choses sérieuses s'il veut entrer dans cette organisation-là. Alors, là où c'est dangereux et là où les policiers doivent être extrêmement méticuleux, c'est dans la corroboration. Alors, si des gens avouent des crimes et qu'à l'autre bout, ça ne coïncide pas sur des faits importants, là, on s'entend, bien là, il faut être extrêmement suspicieux, extrêmement prudent. Mais avant de se présenter à la cour, il faudrait peut-être qu'il y ait une preuve indépendante, matérielle, qui, là, pourrait donner un petit peu de caution morale à l'exercice qu'on fait. En 2008, la GRC estimait que pas moins de 350 opérations Mr. Big avaient été montées au Canada. La police fédérale affirme que dans 75 % des opérations, on a réussi à faire accuser le suspect. Et des accusés, 95 % ont été déclarés coupables. Il n'y a pas de doute, c'est une redoutable méthode d'enquête. Mais l'histoire des erreurs judiciaires nous a montré que bien des gens avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis pour toutes sortes de raisons. La crainte, l'appât du gain, la vantardise, des problèmes psychologiques, etc. Mr. Big aura un avenir, donc, si on accompagne ses confessions de garanties, de quoi nous rassurer sur la fiabilité de ses aveux, pas comme les autres.